Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est le député LR, Xavier Breton. Bonjour Xavier Breton. Bonjour. Originaire de l'Est de la France, c'est un peu plus au sud, dans le département de l'Ain, que vous avez installé votre fief politique. Vous avez été premier adjoint au maire de Bourg-en-Bresse, puis président du groupe municipal d'opposition, quand la ville a basculé à gauche en 2008. Mais juste avant cela, vous aviez fait votre entrée à l'Assemblée nationale. Vous avez été réélu en 2012, puis en 2017. Vous aviez soutenu François Fillon lors de la présidentielle, puis la candidature de Laurent Wauquiez pour prendre la tête des Républicains. Alors vous le connaissez bien, car vous êtes également conseiller de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Catholique, père de famille nombreuse, vous avez 8 enfants. Vous avez présidé la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques qui a rendu son rapport le 15 janvier dernier. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Alain Baron de Radio Notre-Dame, Bonjour. Par Laurent de Boissieu de la Croix et par Romain Mazenot de RCF. Alors tout d'abord, une première question, Xavier Breton, avant de démarrer dans le vif du sujet sur les questions plus politiques. Mais je l'ai dit, vous êtes père de famille nombreuse. Être politique aujourd'hui en responsabilité et père de famille nombreuse, 8 enfants, c'est compatible? Comment fait-on? C'est effectivement éprouvant pour la vie familiale et personnelle, mais je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Moi, j'avais un père qui était engagé, étant lui-même conseiller municipal, président d'association familiale. J'avais un grand-père qui était déjà maire, qui avait également eu 8 enfants. Donc il y a un certain atavisme, entre guillemets, qui existe et qui montre qu'on peut effectivement concilier à partir du moment où on passe toujours son action avec ce sens du bien commun dans lequel est la vie, l'engagement politique et la vie familiale et personnelle peuvent converger. Une première question d'Alain Baron dans cette première partie de Face aux chrétiens. Alors, bien sûr, les sujets qui passionnent nos auditeurs et les téléspectateurs, c'est les sujets bioéthiques. Mon excellent confrère a rappelé que vous présidiez la commission parlementaire sur la révision des lois, de ces lois-là. Le rapport rendu public la semaine dernière ouvre grand les portes, semble-t-il, vers la PMA sans père et peut-être à terme vers la GPA. Comment vous analysez ça ? Bien, on a eu tout d'abord un travail au niveau de la mission d'information durant 3 mois qui a été fait avec des auditions, des tables rondes, 65 auditions en tout. Et ça a permis effectivement de montrer que tout n'allait pas de soi, contrairement à ce qui est dit. Après, le rapporteur Jean-Louis Touraine a souhaité faire un rapport à sens unique qui est vraiment très militant. Je suis en total désaccord avec les propositions qui sont faites, mais au moins ce rapport a le mérite, c'est de montrer un peu l'engrenage qu'il va y avoir, un engrenage qui est à la fois un effet domino. On a eu le mariage pour les couples de personnes de même sexe et ça amène, c'est écrit explicitement dans le rapport, à l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Et il y aura l'engrenage qui ira, toujours dans cet effet domino, vers la GPA. Et puis il y a un autre effet qu'on voit également très bien dans ce rapport, c'est un effet qu'on va appeler Mikado, qui consiste, vous savez, ce jeu où vous prenez un bâtonnet en essayant de ne pas toucher les autres. Et en fait, on se rend compte que quand on touche quelque chose, il va y avoir des implications à la fois sur la filiation également pour les couples hommes-femmes qui utilisent l'AMP avec tiers d'honneur, des effets sur l'autoconservation des ovocytes, sur l'implantation d'embryons post-mortem, etc., etc. On se rend compte qu'on est en train de bouleverser vraiment la bioéthique et il faut vraiment qu'on fasse attention. Juste pour bien comprendre, Xavier Breton, je crois que c'est vous qui aviez demandé cette mission d'information et vous en êtes président. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, comment se fait-il que vous demandiez une mission d'information, que vous la présidiez et qu'après vous disiez « mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il en ressort » ? Parce que le président, il est chargé d'organiser les travaux, les auditions, de telle façon à ce qu'elles se passent de la manière la plus sereine et courtoise possible. C'est ce qui s'est passé pour l'essentiel. Il y a juste eu un député En Marche qui a voulu faire un coup d'éclat lors d'une audition, mais à côté de ça, ça s'est vraiment passé dans de bonnes conditions. Et puis, il y a le rapporteur qui est désigné par la majorité pour tenir la plume et faire effectivement un rapport. Alors le rapport, il peut le faire soit en prenant en compte l'ensemble des nuances qui ont pu être exprimées, soit au contraire, il rentre dans une logique plus personnelle, j'allais dire plus militante. Ça a été le choix de Jean-Louis Touraine. Voilà, on peut le regretter. Je constate d'ailleurs qu'un certain nombre de contributions sont aujourd'hui publiées à la suite de ce rapport, bien sûr celle des 6 députés républicains qui faisaient partie de la mission d'information,
Formation. On a une espèce de feuille de route avec des lignes rouges qu'on ne veut pas franchir, mais c'est le cas aussi de députés En Marche qui ont souhaité apporter du nuance à ce rapport très, très militant. Donc c'est effectivement, il y a bien une distinction entre le président qui est là pour l'organisation des travaux et le rapporteur qui est chargé de rapporter. Concrètement, la commission est donc majoritairement composée par des élus En Marche. C'est eux qui ont la majorité. Oui, ça c'est effectivement une représentation à l'échelle réduite, à 35 membres de la mission d'information, mais des équilibres qui peuvent exister dans l'hémicycle. Donc c'est effectivement la majorité était de députés En Marche. Donc certains peuvent penser que tout était un peu joué d'avance, non ? Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'il faut que le débat ait lieu. Et on se rend compte qu'effectivement, quand on ouvre le débat, on sort très vite des slogans de l'égalité, en disant qu'il faut absolument l'égalité, ou en disant vous êtes réactionnaire, conservateur, etc. Plus on ouvre le débat, plus effectivement nos concitoyens s'informent et changent de position. Parce qu'ils voient bien que là où il y a une demande d'égalité qui peut s'entendre entre les couples de femmes et les couples hommes-femmes, mais il y a aussi un autre intérêt qu'à prendre, qui est celui de l'enfant. Et que la loi crée la notion d'un enfant sans père, non pas par un accident de la vie, mais par une volonté législative, et d'ordre symbolique, ça serait très important, bien sûr pour ces enfants, mais également pour l'ensemble de la société. Parce que ça serait un message qui serait adressé à tous les hommes pour dire on peut se passer de père dans la famille. À l'heure actuelle, où c'est compliqué aujourd'hui d'être parent, eh bien je crois que ça serait un message très négatif. Et donc on se rend compte que plus on a de temps pour le débat, plus effectivement les esprits bougent. C'était ce qui s'était passé au moment de la loi sur le mariage, où au début on nous disait non, circuler, il n'y a rien à voir, c'est l'égalité. Et finalement, il y a eu des débats qui ont duré, qui ont été de qualité à l'Assemblée. Il y a eu des manifestations qui, j'ajoute, se passaient de manière très pacifique à l'époque, avec un vrai mouvement social, et qui se traduit aujourd'hui aussi par des prises de position d'intellectuels dans le débat, des revues qui émergent dans la presse, je pense à Limite, etc., ou bien des journalistes comme Eugénie Bastier, des jeunes qui, en plus femmes, qui disent des choses sur le néo-féminisme qui sont extraordinaires, ou bien l'irruption aussi en politique de personnes comme François-Xavier Bellamy. Tout ça, c'est porteur, et donc je crois au débat, et tout ce qui contribue à alimenter le débat va dans le bon sens. Vous disiez à l'instant, les élus républicains de cette commission ont fixé les lignes rouges. C'est quoi ces lignes rouges ? Les lignes rouges, c'est sur la procréation, refuser la marchandisation du corps, et refuser que la filiation ne repose que sur la volonté. Parce qu'à partir du moment où la filiation ne repose que sur la volonté des personnes, donc où on met de côté l'aspect biologique, mais je préfère parler d'aspect corporel, c'est-à-dire qui passe par le corps, c'est-à-dire c'est l'accouplement, c'est la grossesse, c'est l'accouchement, ce sont des choses qui sont vécues effectivement, qui passent par le corps. Eh bien, à partir du moment où on évacue ces dimensions, on est uniquement sur la volonté, sur l'intention. Et il y a une objection sur laquelle je n'ai jamais entendu une réponse par la mission d'information, et qui a été soulevée par un juriste qui disait, à partir du moment où on fonde la parenté et la filiation que sur la volonté, qu'est-ce qui empêchera à 3 personnes de vouloir être parents en même temps ? Puisqu'on est 3 personnes, on s'aime, puis 3, on est capable d'élever un enfant, il n'y a aucun souci là-dessus, on a les moyens, etc. Qu'est-ce que va dire la loi pour dire pourquoi on interdit à 3 ? Et quand on a posé la question dans la mission d'information, la seule réponse qu'on a eue, notamment des rapporteurs, c'est de dire mais moi je suis pour, parce que plus il y a de parents, plus ça protège l'enfant. Voilà la réponse. Donc il faut savoir que c'est ce schéma inéluctable sur lequel on va, qui est de la notion de multiparenté. Pourquoi ? Parce que derrière ces revendications d'égalité et ces attentes qu'il faut entendre de couples de femmes ou des femmes seules, encore une fois, il y a des attentes, il y a des besoins, parfois des souffrances, il y a des désirs. Enfin, c'est tout à fait logique d'être dans l'écoute, mais il faut bien voir aussi l'aspect symbolique. Dans notre société, ce qui est en cause, c'est la volonté de détruire la famille en tant que cellule de base de notre société. Et donc c'est un combat idéologique qui se poursuit de longue date, et moi, sur lequel je m'opposerai résolument. Au cœur de tout ça, c'est le fameux droit à l'enfant qui est avancé par les promoteurs de la PMA élargie et de la GPA. Pour vous, il n'y a pas de droit à l'enfant ? Non, un enfant, c'est une personne que l'on accueille. Et donc, je crois qu'on est trop dans une vision de fabriquer, de production, cette vision de vouloir contrôler à tout prix la vie. Après l'accueil, on peut lui donner le sens que l'on veut, un sens spirituel, religieux ou non, mais c'est aussi d'accepter des données qui s'imposent à nous. C'est pareil avec notre corps. Cette idée qui consiste à dire « je choisis », alors on ne dit plus mon sexe mais mon genre, c'est-à-dire j'ai un corps d'homme mais je dis « je suis une femme »,
Non, il faut que la société dise, attendez, vous avez un corps d'homme, vous êtes un homme. Après, que vous ayez effectivement une difficulté par rapport à votre psychologie à assumer ce corps d'homme, dont acte, mais ce n'est pas à la loi de se plier, parce que le corps, il existe, ce n'est pas quelque chose de malléable, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Il faut vraiment qu'on soit dans cette vision. Quand je voyais une ministre à l'époque, Marisol Touraine, qui se tatouait de manière adolescente « Mon corps m'appartient », non. Il faut dire effectivement que le corps, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous en sommes complètement responsables, c'est sûr. Et cette vision de ce qui nous est donné, c'est-à-dire un corps, c'est des enfants qu'on accueille, etc., ça doit imprégner toute notre On ne peut pas soi-même se législation. définir, vous dites, comme homme ou femme, mais il est possible de changer de genre. La loi le permet aujourd'hui. Vous le regrettez, ça, ou vous pensez que... Oui, parce qu'il y a une confusion, si vous voulez. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'était la dernière question de la conférence de presse de la présentation du rapport sur la révision de la loi de bioéthique. La dernière question, ça a été un journaliste qui devait être assez militant, qui posait la question, mais un homme transgenre va-t-il avoir accès à la PMA? Un homme transgenre, c'est-à-dire que c'est un homme qui se sent femme. Donc on dit la PMA pour toutes les femmes. Donc lui, c'est une femme. Enfin, moi, ce n'est pas ma conception, mais dans la conception militante. Donc, est-ce à dire... Et là, le rapporteur était bien embêté en disant « Oh, attendez, on va voir, le texte n'est pas là, on va réfléchir. » Il est incapable de dire non. Donc, on voit bien qu'une fois que certaines frontières ont été franchies, il n'y a plus de limite, effectivement. Parce qu'on n'ancre plus notre législation sur des réalités. Oui, non, mais lui ne peut pas se définir par sa seule volonté comme femme. Enfin, bon, mais on peut entamer toute une procédure et au final, voilà, faire aboutir une procédure administrative qui fait qu'on reconnaît. Tout à fait. Ça, vous êtes contre? Vous voulez revenir sur cette possibilité-là ou... Je pense qu'effectivement, de ne faire dépendre le genre que de la seule volonté des personnes, je suis contre. Je pense qu'il y a des réalités corporelles qui existent. On a un corps d'homme, on est un homme. Voilà, et on est un corps de femme, on est une femme. On n'a pas à vouloir changer. Ce sont des réalités corporelles. Il faut faire avec. Voilà, parce que il y avait un vieil adage qui disait, britannique, qui disait le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme. Mais même là, on se rend compte que c'est plus vrai. On a une réalité corporelle. Encore une fois, ce qui compte, c'est la réalité corporelle qui permet de s'y retrouver. Vous aviez une émission de télévision, la vidéo a pas mal circulé, où il y avait un présentateur qui dit Monsieur, là, nous ne sommes que des hommes sur le plateau. Et il y a un gars qui dit mais je ne suis pas un homme, je suis une femme. Là, le présentateur s'est dit qu'est-ce que je fais? Concrètement, comment je fais? Voilà. Et donc, il s'est trouvé accusé. Donc, si on ne peut plus, quand on voit quelqu'un dire, parce qu'il a un corps d'homme, c'est un homme, je ne sais plus comment on fonctionne. Alors, il y en a qui s'amusent de ça parce qu'ils veulent tout casser, tout déconstruire. Mais encore une fois, j'entends ceux qui ont un corps d'homme et se sentent femmes et qu'ils aient une vie. Et d'ailleurs, on ne s'immisce pas dans la vie privée des personnes, de leur manière de s'habiller, etc. Simplement leur reconnaissance par la société. Il faut qu'elle se fasse à partir de critères objectifs et qui ne dépendent pas du bon vouloir de chacun. C'est simplement de rappeler qu'il y a des caprices contre lesquels la société doit dire non. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va directement vers une loi je veux dire, est-ce qu'il faut déjà désespérer ou quelle est votre analyse? Non, il ne faut jamais désespérer, parce que même quand une loi est votée comme le mariage, elle porte beaucoup de fruits. Encore une fois, dans le mouvement intellectuel, dans le mouvement politique, il y a une rénovation. Parce que, en fait, sur le texte sur le mariage, quand au début, vous m'auriez posé la question en disant « mais au fait, pourquoi il faut pas... il faut être contre le mariage pour les couples de personnes de même sexe ?» J'avais une intuition, mais j'étais incapable de passer 10 heures de débat sur ce sujet. Maintenant, il n'y a aucun souci. On a retravaillé le sens du mariage, de la famille, etc. Donc, sur la bioéthique, c'est la même chose. On a eu la révision de la loi de 2011, qui nous a permis déjà de reconstruire une pensée, des lignes rouges. Je parlais en matière de procréation, mais on aurait pu parler de la recherche sur l'embryon, on aurait pu parler de l'eugénisme et des tests génétiques et des diagnostics prénataux, etc. On a aujourd'hui une pensée qui s'alimente, donc, et qui permet effectivement de contribuer au débat. Et donc, aujourd'hui, rien n'est joué, parce qu'on voit bien que, d'abord, le gouvernement est très fragile face aux mouvements sociaux. C'est bien sûr la crise des Gilets jaunes, mais il se dit ouvrir un nouveau front sur ces questions, ça serait dangereux. Et il faut bien voir que ces questions de société ne sont pas du tout accessoires. Je prends l'exemple des cérémonies de vœux là, qu'on vient d'avoir dans les communes du début d'année. Le moment où il y avait vraiment j'étais complètement en phase avec les personnes de ma circonscription, c'est quand je disais, je pensais que le Parlement, on a passé une demi-journée
à vouloir interdire la fessée aux parents, pour les enfants. Le problème de la fessée, on peut en parler, mais enfin, je veux dire, de vouloir légiférer sur ce sujet, les gens disent on en a assez de ça. Laissez-nous dans la vie privée, dans notre vie familiale. Là, maintenant, le ministre de l'Éducation veut imposer l'instruction à 3 ans. On serait le premier pays à avoir cette instruction aussitôt. Pourquoi ? C'est parce que c'est une vision de l'État qui veut prendre les enfants. On va débattre de ce sujet dans les jours à venir pour dire est-ce que, oui ou non, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants ? À l'époque de la loi de Vincent Peillon, on a vu le débat, au bout de X heures de débat sur ce sujet, il avait consenti à dire oui, c'est les premiers au sens chronologique. Voilà. Ben, moi, ce n'est pas que chronologique. Ce sont des vrais débats sur lesquels il faut tenir bon parce que ça a du sens. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on peut construire une société. Vous pensez que le gouvernement peut éventuellement reculer ou gagner du temps ? De toute façon, il cherche à gagner du temps parce qu'il voit bien qu'aujourd'hui, il parle du dépôt du projet de loi en juin, après les élections européennes, parce qu'il sait que s'il sort avant, il y aura des conséquences néfastes pour lui. Mais de toute façon, le combat il continuera. Il faut qu'il sache que nous sommes résolus. Et la discussion débutera effectivement au mieux deuxième semestre 2019. Et donc, c'est un texte qui, aujourd'hui, ne sera pas adopté avant l'année 2020. Un acte 2 de la manif pour tous, vous pensez qu'il aura lieu ? Écoutez, ça, c'est le mouvement social. Le mouvement social prend toujours des formes qu'on n'imagine pas. Ce n'est pas nous, en tant que politiques, qui devons dire à la société ce qu'elle doit faire. Mais je suis persuadé qu'il y aura une réaction très forte. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu, à l'époque, une mobilisation, parce qu'il y avait le mot mariage, qui, effectivement, était remis en cause. Mais, en fait, ce qui était moteur de toutes les manifestations, c'était la filiation. C'était effectivement la possibilité de priver un enfant délibérément d'un père ou d'une mère. Or là, avec l'extension de l'assistance médicale à la procréation, on est en plein dans la question de la filiation, et je suis sûr que la réaction des Français en disant on prive délibérément un enfant de père va provoquer des réactions que les sondages ne montrent pas pour l'instant. Les sondages ont plutôt une acceptation de l'opinion publique. Quand vous regardez les sondages qui vous disent est-ce qu'il faut l'égalité entre les couples hommes-femmes et couples de femmes, les gens disent oui, c'est difficile de dire non. Quand vous posez la question, est-ce qu'un enfant doit avoir un père, est-ce que c'est indispensable ? Il y a une large majorité qui dit oui. Donc les sondages, vous savez, ça dépend de la manière dont c'est posé la question. Merci Alain Baron. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous dans un court instant. Nous retrouverons notre invité Xavier Breton qui sera interrogé par Laurent de Boissieu. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour ce Face aux chrétiens avec notre invité Xavier Breton, député Les Républicains. Il est interrogé dans cette deuxième partie de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu de la Croix. Bonjour, Monsieur Breton. Bonjour. Alors, vous parlez tout à l'heure de réactionnaires, conservateurs. En 2012, dans le contexte de la Manif pour tous, vous publiez une tribune où vous disiez « Mais cessez de nous accuser d'intégrisme, de conservatisme ou d'homophobie ». On entend bien que intégrisme et homophobie sont des mots faits pour disqualifier, pour clore le débat. En revanche, conservatisme. Est-ce que conservatisme, ce n'est pas un mot que vous pourriez opposer au progressisme d'Emmanuel Macron ? Oui, si le progressisme, c'est d'être toujours en mouvement, mais sans savoir où on va, je ne suis absolument pas progressiste. Le progrès n'est pas un bien en soi. Le progrès, c'est ce qu'on fait et dans quel but. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut absolument bouger, il faut être en marche, mais pour aller où ? Voilà, et on voit bien que ça met le feu, c'est tout ce que ça fait, et concrètement, on ne sait pas très bien où on va. Bon, le conservatisme, ce n'est pas l'immobilisme, ça, et voilà. Mais cette notion de prudence, de précaution, qui consiste à dire, attention, si on supprime quelque chose, par quoi on le remplace ? Ça, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve. Il y a une phrase d'Israéli qui disait conserver tout ce qui vaut et réformer tout ce qu'il faut. Ce qui ne dit rien sur le fond de ce qu'on considère qu'il faut conserver. Personne ne veut tout changer, personne ne veut tout conserver. Mais c'est en fait une ligne de crête, ça. C'est dire, effectivement, attention, conservons ce qui fait nos racines, ne supprimons pas des choses sans avoir vérifié que derrière, il y a une... Je prenais tout à l'heure l'exemple de la fessée. Très bien, on interdit la fessée. Par quoi on la remplace en termes d'autorité? Est-ce que c'est simplement de regarder un enfant dans les yeux qui permet de l'éduquer? C'est compliqué, ça dépend du mode de vie que l'on a. C'est sûr que c'est plus facile quand vous avez des appartements de 150 mètres carrés où il n'y a pas la promiscuité de pouvoir dire à un enfant, tu vas dans ta chambre lire tranquillement, si en plus il a une télé dans sa chambre, ça facilite les choses, que quand vous vous retrouvez à plusieurs enfants dans des petits appartements où ça frotte les enfants les uns contre les autres et qu'il peut y avoir des moments d'énervement. Voilà, donc là aussi, c'est dire attention de ne pas supprimer sans avoir remplacé. Et puis, il faut aussi réformer.
Parce qu'effectivement, il y a une nécessité. Ça ne veut pas dire on ne bouge pas, bien au contraire. Mais c'est vraiment quand c'est nécessaire qu'il faut le faire, et après avoir bien fait attention à ce qu'on fait. Laurent de Boissieu. Au moment de la présidentielle, on a un premier tour, en tout cas, où il y avait 4 forces politiques qui ont dominé. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, alors certes, on n'a pas encore toutes les têtes de liste, on va parler des élections européennes, mais on voit bien qu'il y a 2 partis de tête qui se détachent, le centre et l'extrême droite, la République En Marche et le Rassemblement National. Et ensuite, les Républicains, votre parti, se trouvent en compétition avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et avec Nicolas Dupont-Aignan, qui eût cru, qui était autrefois dans votre famille politique. Est-ce que c'est un échec de Laurent Wauquiez ou est-ce que ce sont des causes extérieures à lui ? Non, c'est une évolution qui date depuis plus longtemps. Nous avons perdu 2 présidentielles consécutivement, 2012 et 2017, pardon. Nous avons perdu des législatives, donc on voit bien que ça nous interroge beaucoup plus sur la durée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention à ce jeu que joue Emmanuel Macron, de dire il y a Marine Le Pen et moi. Voilà. Et de vouloir réduire la politique à ça, en disant il y a les progressistes et les populistes, c'est très dangereux, parce que d'abord, on oppose les Français les uns aux autres, et on met le feu. Je crois que le pyromane aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Alors, il essaye de faire le pompier pyromane en organisant un grand débat, etc. Mais celui qui a mis le feu à notre pays, même s'il y avait le tas de bois avait été constitué depuis plusieurs années, voire même décennies, mais celui qui a continué à mettre du bois et qui ensuite a allumé le feu, c'est bien Emmanuel Macron. Donc attention à cette vision qui consisterait à dire il y a d'un côté les progressistes et de l'autre côté les populistes. Oui, mais pour reprendre la question de Laurent de Boissieu, est-ce qu'aujourd'hui les difficultés de Laurent Wauquiez, c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'espace politique pour la droite, ou est-ce que c'est un problème de ligne de Laurent Wauquiez ? De personne. Je pense oui. qu'il y a aujourd'hui une difficulté à pouvoir traduire les intuitions que Laurent Wauquiez a, qui sont souvent très justes. Regardez, sur la question des classes moyennes, ça a été le premier à poser la question. Sur la question de l'assistanat, ça a été un des premiers à en parler. Sur les 80 km/h, sur la hausse de la CSG, là-dessus, ça a été un des premiers à monter au créneau. Donc il a de vraies intuitions. Après, il y a une question de style, mais on sait bien que quelqu'un qui porte les idées de droite. Ça a été le cas de Nicolas Sarkozy, ça a été le cas de François Fillon. C'est aujourd'hui le cas de Laurent Wauquiez, on aura peut-être le cas avec François-Xavier Bellamy. Eh bien, quelqu'un qui porte les idées de droite, qui sont vraiment de droite, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à une droite simplement affairiste, qui est la défense des privilégiés, mais une droite qui soit vraiment ancrée dans une défense des racines, défense des territoires, eh bien celle-là ne plaît pas à la pensée unique parisienne qui se concentre à la fois dans certains élus, dans la technocratie, dans certains médias parisiens, etc. Et c'est ce à quoi aujourd'hui est confronté Laurent Wauquiez. Je constate de toute façon que dans la situation actuelle, personne n'est bon. Personne. Il n'y en a pas qui émergent. Bon. Et donc ça veut dire que la situation est très compliquée. Donc Laurent Wauquiez n'y échappe pas, mais il n'est ni meilleur ni pire que les autres. Laurent de Boissieu. François-Xavier Bellamy, on le voit bien, est sur une ligne, j'ose le mot, même s'il est discréteux aujourd'hui, idéologique, qui est très proche de la vôtre, de votre parcours personnel. Mais est-ce qu'il peut incarner toute la droite ? Le conservatisme, pour moi, n'est pas un mot insultant, c'est ça représente des idées politiques, transmission, autorité, famille. Ça correspond à ce qu'il porte comme valeur. Mais est-ce qu'il peut représenter toute la droite, tous les républicains ? Non, de même que ça serait quelqu'un qui n'est pas son profil, il ne serait pas plus apte à porter toute la droite tout seul. C'est tout l'enjeu d'avoir une liste qui soit effectivement représentative. Et donc, bien sûr, il y aura la tête de liste, mais il faudra faire attention effectivement à celles et ceux qui suivront. Et puis, lui aussi, dans son discours, doit effectivement à avoir cette capacité à prendre en compte les différentes sensibilités. Donc là aussi, on ne peut pas réduire un homme à une seule idée, à sa foi, etc. C'est très réducteur. Alors ce sont des tactiques qui sont utilisées pour disqualifier, mais je suis persuadé, il suffit de voir les interventions de François-Xavier Bellamy dans ses interviews, dans les échanges qu'il peut avoir, eh bien, qu'il est capable d'élever le débat. Et qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est effectivement de sortir d'un débat très primaire entre progressistes et populistes, etc., et de dire, attendez, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est quelle Europe nous voulons. Est-ce qu'on veut une Europe où on supprime les nations, celle que propose Emmanuel Macron, qui parle d'une armée européenne, alors que l'armée, c'est justement l'expression de la souveraineté, et qu'il n'y a pas de souveraineté européenne ? Est-ce qu'on veut
réduire l'Europe à sa plus simple expression, alors qu'on sait que c'est quelque chose qui nous a servi et qui doit continuer à nous servir, et c'est la ligne de Marine Le Pen. Et puis il y a une ligne qui consiste à dire, mais il y a une Europe qui se fait à partir des nations, parce que la nation, c'est pas un gros mot, c'est au contraire quelque chose qui est vécu. Mais aujourd'hui, dans une nation comme la France, face à certains enjeux, et je pense notamment en matière de sécurité, eh bien, l'Europe est une solution. Mais on est déjà au-delà de l'Europe des nations, on est déjà sur une Europe intégrée, qui n'est pas fédérale, mais qui a des aspects fédéraux d'intégration supranationale. Mais c'est bien le problème. Donc on est déjà au-delà de ce que vous mais souhaitez. bien, Donc problème, vous voulez, ce qui veut dire que vous voulez revenir en arrière sur certains points. Moi, c'est pas revenir en arrière, c'est simplement de s'assurer qu'à chaque prise de compétence, il y a une responsabilité qui est exercée. Or, aujourd'hui, l'Europe, il n'y a pas de responsabilité. On a la Commission européenne, le Conseil européen, le Parlement européen. Donc l'Europe, elle peut faire bien ou faire mal, il n'y a pas de mise en cause de la responsabilité. Quand je vois aujourd'hui que l'Europe veut remettre en cause notre modèle de sécurité civile avec une directive sur le temps de travail qui consisterait à considérer que nos pompiers volontaires, ils sont soumis aux contraintes du temps de travail, ça va désorganiser complètement. Les directives sont acceptées par les États membres. Donc c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, si je puis dire. Justement, il faut les refuser, les renégocier, et on sait très bien qu'aujourd'hui, les gouvernements, je suis en place, mais ceux d'avant, n'ont pas assez défendu les intérêts de la France, et notamment notre administration centrale, qui est complice effectivement de cette technocratie. Donc il faut, alors moi si c'est revenir en arrière, je n'ai aucun souci, c'est-à-dire refaisons une Europe qui soit politique. Et qui soit politique. Regardez, quand on avait eu la présidence tournante avec Nicolas Sarkozy, l'Europe, elle existait, il y avait quelqu'un qui bougeait, etc., qui effectivement, la voix de l'Europe s'exprimait. Est-ce qu'on peut revenir à ça ? C'est pas obligatoire, c'est pas la Commission européenne qui doit commander. Le Parlement européen, voilà, c'est une bonne chose, mais c'est pas un Parlement n'est pas un bien en soi. Encore une fois, ce qui compte, c'est qu'il y ait l'expression d'une voix forte qui engage la responsabilité. Or, aujourd'hui, on a une Europe qui n'est pas responsable. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui changerait de la politique d'Emmanuel Macron, une ligne les Républicains pour les Européennes ? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas actuellement dans ce que propose Emmanuel Macron quand il dit « je veux une Europe qui protège davantage et la recentrer sur un noyau dur d'État » Où est-ce qu'ils iraient les Républicains plus loin que ça ? C'est effectivement une Europe qui reconnaisse toujours les nations et qui se fonde à partir des nations, parce que encore une fois, quand il va au Danemark et qu'il dit « vous n'êtes pas danois, vous êtes européen », aux Danois, non, les Danois sont Danois, voilà. Et donc, ils sont également européens, de même que mais je suis d'abord français, et bien sûr que je suis européen et de racines et de projet, mais mon identité nationale, elle est française. Donc, il faut le rappeler très clairement, et ensuite, c'est pas le tout d'avoir des discours, c'est mettre en face des politiques qui correspondent aux enjeux. Aujourd'hui, on sait qu'un des grands enjeux pour notre pays et pour les pays européens, c'est la question de la sécurité. Il y a des politiques sur lesquelles on pourrait vraiment avoir des actions concrètes. Je pense au contrôle des frontières, je pense à la lutte antiterroriste, je pense à la guerre cybernétique, où là, ce sont des enjeux où concrètement, on peut travailler ensemble avec les autres pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait ? Moi, j'ai eu l'occasion de faire partie d'une mission d'information sur le financement de Daesh dans la lutte antiterroriste, et chaque État continue à faire ce qu'il veut, et il n'y a aucune politique européenne en la matière. Alors qu'on sait qu'il y a effectivement des foyers radicaux en Belgique, en Allemagne, en France, etc. Il y a un peu de coopération, mais qui n'est absolument pas efficace. Donc, engageons des vraies politiques sur ces sujets, et là, l'Europe montrera toute son utilité, plutôt, encore une fois, de vouloir réformer le temps de travail pour les sapeurs-pompiers de nos territoires. Laurent de Boissieu. Des Gilets jaunes ont annoncé qu'ils comptaient mener une liste aux élections européennes. Est-ce que c'est une bonne chose que ce mouvement social s'incarne politiquement ? Alors, moi, je suis toujours interrogatif sur la transformation d'un mouvement social en mouvement politique. C'était le cas, on évoquait tout à l'heure la question sur le mariage, mais avec un mouvement comme Sens commun, je pense qu'il y a deux logiques différentes, et même ce sont deux univers qui doivent se parler entre bien sûr ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans l'univers politique. Ce n'est pas complètement déconnecté, il y a un dialogue. Mais la transformation n'est pas évidente. Ceci dit, par rapport à la crise que connaît notre pays, que les Gilets jaunes cherchent à organiser leur expression, je trouve que ça va dans le bon sens. Voilà. Donc il faut qu'ils trouvent la manière. Ce que je constate, c'est que c'est un mouvement tellement radicalement nouveau que toute tentative d'expression, de porte-parole, etc., est vouée à l'échec. Donc je ne suis pas sûr qu'ils y arriveront, mais en tout cas ça puisse se transformer dans l'espace politique et éviter la récupération
qui peut être faite par certains mouvements extrêmes, ça va dans le bon sens. À l'origine de la crise des Gilets jaunes, il y a aussi un rejet de la démocratie représentative du système, comme ils disent. Souhaitez-vous qu'on aille vers plus de démocratie directe? Est-ce qu'il est possible de changer nos pratiques actuellement républicaines en la matière? Notamment jusqu'au référendum d'initiative citoyenne. Moi, je pense qu'il y a effectivement plusieurs ras-le-bol qui se sont exprimés. Un ras-le-bol économique, fiscal, un ras-le-bol culturel sur la manière de la société qu'on veut imposer aux Français, et un ras-le-bol politique. Un ras-le-bol politique qui consiste à dire la manière dont les élus font de la politique ces derniers mois, mais ça renvoie également aux dernières années, ce n'est plus tenable. Et il faut effectivement renouveler. Et donc ce message, il faut l'entendre. On ne peut pas rester uniquement dans une logique de dire « je suis élu pour 5 ans, je viens vous revoir dans 5 ans et je rends des comptes ». C'était un schéma qui a déjà beaucoup évolué. Moi, je fais des réunions cantonales tout au long du mandat pour avoir ce temps de rencontre. Ces rendez-vous à permanence, j'en ai régulièrement chaque semaine avec les personnes pour voir leurs problèmes. Donc, si vous voulez, quand vous faites bien votre travail de représentant, normalement, vous devez être au courant de ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il y a eu des coupures. Des coupures, d'abord, par rapport au pouvoir parisien, qui s'est enfermé avec cette technocratie et qui n'était plus du tout connecté à ce que veulent les territoires. Et puis, la nouvelle majorité a été, alors là, l'apothéose de cette déconnexion, avec des députés En Marche qui ne sont absolument pas reliés à leur territoire. Donc, ces phénomènes de coupure, il faut effectivement travailler dessus. C'est pour ça que je pense que des référendums d'initiative citoyenne, populaire, vont dans le bon sens. Ça avait été introduit dans la révision de la Constitution de 2008, mais avec des critères tellement difficiles. Il y a des seuils très élevés qui font que, dans les faits, ça n'arrive pas. Il faut les revoir. Moi, je suis assez pour qu'on ait des rendez-vous avec plusieurs questions, pour ne pas tout focaliser sur un seul sujet, mais qu'on ait une pratique un peu apaisée de ces consultations. Je constate que quand il y a des débats publics sur des projets d'infrastructure, mais c'est vrai aussi avec des états généraux comme ceux sur la bioéthique, les citoyens participent, il y a de vraies plus-values, donc il faut être tout à fait ouvert pour qu'il y ait, je disais, sur une démocratie délibérative où effectivement le moment de la délibération soit bien sûr assumé par des personnes qui sont responsables, ce sont les représentants, mais que dans la phase de préparation et également d'évaluation, on associe plus nos concitoyens. Concrètement, il y a actuellement un projet de révision constitutionnelle qui a été reporté pour l'après-débat dans le contexte des Gilets jaunes. Quels sont les points que vous souhaiteriez sur lesquels les Français s'expriment? Moi, je trouve que cette révision constitutionnelle, si c'est pour dire on diminue le nombre de parlementaires, on limite le nombre de mandats, etc. Et la proportionnelle, qui est aussi une demande des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est typique, c'est l'exécutif qui ne fait aucune réforme pour lui et qui embête tous ceux qui sont autour de lui. Il embête les entreprises avec des réglementations, il embête les gens en s'immisçant dans leur vie privée, et il embête le Parlement en disant « ça ne fonctionne pas ». Aujourd'hui, ce n'est pas le Parlement qui ne fonctionne pas. Nous fonctionnons très bien, il n'y a aucun souci. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est l'exécutif. C'est ce mélange d'improvisation politique, où on voit qu'en fonction des événements, on réagit, on sort un texte de loi, comme actuellement la proposition de loi anti-casseurs. Et puis, à cette improvisation politique, il y a la technocratie qui est là, et qui amène des mesures qu'ils ont toujours dans les tiroirs, et qui disent « ah ben tenez, face à une situation, on va en profiter pour faire passer ça ». Eh bien, aujourd'hui, c'est l'exécutif. Quelle est la réforme de l'exécutif dans la révision constitutionnelle ? Alors qu'aujourd'hui, ce qui ne marche pas, c'est l'administration centrale. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron donc, pose la question du rôle et de la place des chambres du Parlement. Et il ne parle pas de l'exécutif. C'est une erreur politique, Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'exécutif. C'est vraiment... Et il y a cette incapacité à se remettre en question. Voilà. Et ça, c'est typique, à la fois sûrement de Jupiter Narcisse, mais c'est aussi typique de l'administration centrale qui est incapable de se remettre en cause. Donc il faut vraiment qu'on fasse évoluer les choses. Donc ça veut dire se libérer du poids de la technocratie, donc que la politique reprenne le dessus, se libérer également, j'allais dire, du poids de la haute finance. Ça, c'est un autre sujet, mais comme Emmanuel Macron est le produit de la haute administration de la haute finance, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il pourra assumer le changement de cap. Et il faut aussi qu'on aille vers une démocratie plus collective. Le problème de l'élection présidentielle, où tous les 5 ans, on joue tout sur l'élection d'un homme ou d'une femme, est complètement... Enfin, on est les seuls à fonctionner comme ça. C'est un héritage du gaullisme dont votre famille politique... Enfin, alors tous ne sont pas gaullistes chez les Républicains, mais une grande partie sont issus du gaullisme. Tout à fait. Mais je constate que la Constitution de la Ve République, au départ, il n'y avait pas l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Elle a été effectivement introduite en... Par le fondateur lui-même, parce que lui, il avait une légitimité historique et qu'il fallait faire une légitimité plus grande pour ses successeurs.
Tout à fait. Et donc, ça s'explique historiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il a modifié la Constitution. Elle a été plusieurs fois. Donc, ça vit une Constitution. Et aujourd'hui, de tout jouer sur une élection, ça empêche le débat démocratique. Et parce qu'en fait, quand vous regardez le niveau des présidents, globalement, bon, il y a eu un homme exceptionnel, général de Gaulle, qui était peut-être bien en dessous des autres, c'était le prédécesseur d'Emmanuel Macron, mais globalement, ils se tiennent dans leur capacité intellectuelle, etc. Le problème, c'est que la situation, elle est 10 fois plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Et que ce n'est pas un homme tout seul qui peut arriver à résoudre. Vous demandez plus de décentralisation, si j'entends bien. Et les Gilets jaunes demandent plus d'État. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là avec... Il demande plus d'autorité publique. Il ne demande, dans la forme, il n'y a pas de revendication. Il demande plus de services publics dans les territoires. C'est davantage d'État de services publics dans les territoires. Et les collectivités locales gèrent les services publics. Par définition, ce sont aussi quand les services publics. Quand ils veulent des écoles, quand ils veulent des gares, c'est à l'origine, c'était des services publics nationaux. Enfin, pour l'école toujours. Oui, voilà. Quand vous regardez aujourd'hui, imaginez que les lycées ou les collèges soient restés de la compétence de l'État. Dans quel état de délabrement ils seraient ? Quand savons-nous ? Dans quel état ? Quand savons-nous, d'ailleurs ? Parce qu'il suffit de voir ce qu'a conservé, comme notamment l'université, dans quel état aujourd'hui est l'université, quand l'État a conservé quelque chose. Donc, l'État n'est plus capable. Et si encore aujourd'hui l'université se rénove, elle le fait hors de l'État, d'ailleurs. Et, voilà. Et donc, c'est tout le mouvement des écoles, etc., qui ont trouvé des moyens de s'adapter, heureusement. Et il a fallu qu'on aille vers l'autonomie des universités pour que ça s'améliore. Donc, il faut de l'autonomie, il faut de la décentralisation. Et donc, et puis pas simplement un simple maquillage de ce qui existe. Il faut vraiment rentrer dans une vraie décentralisation pour dire, quand on constate aujourd'hui l'état de dégradation de nos services publics, vous cherchez en matière de santé, il faut attendre des heures au service des urgences. Quand le classement international en éducation régresse, pour avoir un procès, il faut attendre un an et demi. Tous les services publics se dégradent. Ce n'est pas la faute de ceux qui y travaillent, parce qu'ils aiment leur métier. C'est les enseignants, c'est les magistrats, c'est le personnel infirmier, le personnel de santé. Ce sont des gens qui aiment leur métier. Le problème, c'est que le système n'est plus efficace. À ce moment-là, il n'y a qu'une solution, c'est de le modifier en profondeur et en allant au plus près, de telle façon à ce qu'on ait effectivement l'exercice d'une responsabilité devant les électeurs. Merci Laurent Boissieu. Nous marquons une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Restez avec nous dans un court instant. Nous retrouverons notre invité Xavier Breton, député LR, qui sera interrogé par Romain Mazenot. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité Xavier Breton, député Les Républicains. Il est interrogé dans cette dernière partie par Romain Mazenot de RCF. Bonjour Xavier Breton. Bonjour. On va reparler des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette crise ? Est-ce que c'est la question du pouvoir d'achat, la fracture territoriale, la fracture démocratique ? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est la forme que prend ce mouvement, cette persévérance. On est quand même au mois de novembre, de décembre, de janvier. Il ne fait pas 25 degrés. On n'est pas sur des ronds-points en train de faire un barbecue et de boire un coup dans une ambiance conviviale. Et donc, de revenir et de durer comme ça, je pense que ça exprime quelque chose de très profond. C'est vraiment ça. Après, dans le message en lui-même, le ras-le-bol économique et fiscal, trop d'impôts et puis pas assez de pouvoir d'achat, il est entendu. Ras-le-bol politique, dire la classe politique doit se renouveler, est entendu. Moi, il y a un troisième point qui, je pense, s'exprime aussi, c'est ce ras-le-bol culturel qui consiste à dire nous ne voulons pas de la France qu'on est en train de nous imposer. C'est-à-dire ? Et donc, c'est une France dans laquelle on n'est plus en sécurité. C'est dans une France qui n'assume plus ses racines. Ça, vous l'avez beaucoup entendu sur les ronds-points Ça s'exprime. C'est pas, effectivement, c'est pas l'objet des pancartes, des slogans, mais c'est quand même de dire nous savons ce qui est bon pour nous. Et arrêter de vouloir faire le bonheur, notre bonheur malgré nous. Et donc, c'est ça aussi. C'est dire, nous vivons dans des territoires où il existe de la solidarité, de la convivialité, mais laissez-nous nous organiser, nous sommes assez grands pour le faire. Arrêtez de s'immiscer dans notre vie familiale, etc. C'est ça, c'est aussi ce ras-le-bol culturel d'une société qui est vue par certains, dans laquelle on veut l'imposer par tous les moyens, et de dire non, voilà. Alors, arrêtez d'embêter les Français, pour ne pas dire autre chose. Vous le disiez, l'une des revendications principales, c'est la justice fiscale. Quelle serait la mesure emblématique en termes de fiscalité à même de rétablir la confiance ?
Moi, j'ai toujours été très interrogatif sur la suppression de l'ISF. Je sais que ma famille politique le revendique, mais je pense qu'il y a un symbole et que la politique, elle est aussi faite de symboles. Et qu'aujourd'hui, cette suppression, qui était d'ailleurs partielle, puisqu'on a gardé quand même une partie sur l'immobilier, avec à nouveau cette attaque contre l'immobilier, c'est les racines, c'est le patrimoine qui est ancré dans le territoire. Donc cette vision d'un monde complètement déconnecté, qui est celle d'Emmanuel Macron, d'en vouloir à l'immobilier qui serait le symbole des rentes, etc., etc. Donc on a supprimé l'ISF sur toutes les parties capitalistiques, actions, etc. Et aujourd'hui, quel est l'impact sur la croissance en France? Comment l'argent a-t-il été dépensé dans notre pays? Est-ce qu'il y a eu ce fameux ruissellement? Moi, personnellement, je n'y crois Donc pas. vous êtes pour le retour à l'ISF? Non, je voulais, moi, ce débat-là, je ne vais pas dire que je suis pour, simplement, je dis il y a eu un choix qui a été fait, qui était une maladresse, d'autant plus que dans le même temps, vous prenez de l'argent dans la poche des retraités en disant vous êtes une génération dorée et donc on vous prend de l'argent, alors que ce sont des gens qui ont travaillé beaucoup, dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, qui soutiennent aujourd'hui leurs enfants, leurs petits-enfants, et à qui qu'on montre du doigt. Donc c'était complètement maladroit. Donc moi, sur l'ISF, c'est un débat symbolique. De supprimer, je ne trouve pas ça que ça a été une grande mesure. S'il fallait le remettre, il faudrait le remettre. Voilà. Je ne suis pas non plus. Voilà. Pour moi, ce n'est pas une question de principe. Ce que je dis simplement, attention aux symboles qui sont donnés. Et il y avait très clairement un symbole qui consiste à dire c'est les premiers de cordée qui font vivre les autres, ce qui n'est pas vrai, parce qu'un territoire, il est fait de l'ensemble des classes sociales. Le grand débat tel qu'il a été conçu, lancé par le président de la République, animé par des ministres, est-ce que c'est de nature à apaiser la crise? Écoutez, au moins, ça a le mérite que sur BFM, il puisse montrer pendant des heures le président de la République face à des maires, dans un entretien courtois, etc. Bon, on voit que ça s'essouffle. Là, il y a l'épisode neigeux qui permet de parler d'autres choses. Voilà, mais enfin, on se rend bien compte que tout ça, c'est superficiel. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le président de la République, dans son attitude méprisante, quand pensez qu'un président de la République a pu parler de Français en disant ces gens qui ne sont rien. Déjà de le dire en tant que simple citoyen, en tant que personne, de pouvoir dire ça de l'autre, combien c'est grave. Mais de le dire en tant que président de la République, parler des Gaulois réfractaires, etc. Tout ça, ça a été des atteintes qui ont vraiment humilié les Français. Donc il a mis le feu. Aujourd'hui, il essaye d'éteindre. Donc à nouveau, on va retrouver la magie, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, mais cette magie, elle ne marche qu'avec certains qui sont à nouveau ceux qui vont le soutenir d'une vision d'un monde ultra connecté, qui est complètement abstrait, en dehors des réalités. Et donc je crois que très vite, il sera confronté aux réalités. Sous quelle forme ça sera, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on ne peut jamais s'évader de la réalité, elle nous rattrape toujours. Comment expliquez-vous, il y a une très forte demande de justice sociale, comment expliquez-vous que tout ce mouvement des Gilets jaunes se soit retourné contre l'État et pas contre le monde de l'économie, contre le monde de l'entreprise, car c'est de là que vient d'abord la destruction des emplois? Eh bien, voilà, l'interprétation que j'en ai, c'est en fait que nos concitoyens en veulent à ceux qui se protègent et qui se reproduisent entre eux. Et ils n'en veulent pas à celui qui prend des risques. La réflexion, elle ne date pas des Gilets jaunes, c'est de dire, mais pourquoi, au fait, on va montrer du doigt un député qui gagne 5 300 € et on ne va rien dire à Mbappé ou Neymar qui gagne 1 million d'euros par mois. Et en fait, la question, c'est la réponse, pour moi, c'est les Français disent, les élus, ils sont entre eux. Ils se nomment entre eux, ils se cooptent. Et alors que le footballeur, il a réussi par lui-même. Le présentateur télé qui arrive au journal de 20h et qui gagne tant ou telle émission, il aura commencé à France 3, Caen, et puis il sera monté à Paris, et puis il aura réussi par lui-même. Et c'est pareil pour les entrepreneurs. Le patron d'une PME qui a réussi par lui-même, qui passe ses journées, ses soirées, le week-end pour sa boîte, pour trouver des marchés, ses ouvriers, ses salariés le respectent. Et par contre, ils en voudront à ceux qui sont nommés, les grandes entreprises du CAC 40, où on se fait nommer par l'État au sein d'un conseil d'administration, etc. Ça, ils en voudront. Donc je crois que ça remet en cause les systèmes qui sont trop fermés sur eux-mêmes. Et c'est ça aussi le message, c'est de dire il faut être responsable.
et que le sentiment de nos concitoyens, c'est de dire un chef d'entreprise, lui, il est exposé, voilà. Et puis si à la limite, à la fin du mois, il a bien gagné sa vie, tant mieux, il en a donné à tout le monde. Ça, ils sont tout à fait capables de le comprendre. Par contre, des élus qui sont à l'intérieur de leur parti, qui se nomment entre eux, etc., ça, c'est pas possible. Voilà. C'est ça aussi le message, même s'il y a une part d'injustice, encore une fois, dans la manière dont les élus exercent leur mandat, parce que les journées, les soirées, les week-ends, on sait aussi ce que c'est. Mais le message, il est là aussi, et je pense qu'il s'adresse effectivement à toutes celles et à tous ceux qui sont dans des systèmes fermés, qui se cooptent. Quand j'entends aujourd'hui les salaires d'autorités indépendantes, qui en plus viennent nous donner des leçons, voilà, c'est intenable. C'est intenable. Voilà, et donc tout ça, ça doit complètement, effectivement, être remis en question, et c'est la même chose pour l'administration centrale. Romain Masneau. Je voulais revenir sur le référendum d'initiative citoyenne dont on parlait tout à l'heure. Alors vous avez dit pourquoi pas des référendums avec plusieurs questions, mais j'ai pas bien compris comment vous envisageriez d'encadrer ce système. Comment on décide que tel sujet est tranché par la représentation nationale et tel autre par référendum? Est-ce que par exemple le mariage pour tous ou les questions de bioéthique, ça pourrait être l'objet de référendum? Moi, je n'ai aucun souci pour que tous les sujets soient abordés, parce que pourquoi en aborder certains et pas d'autres? Est-ce que le peuple serait incapable de pouvoir se prononcer sur un sujet? Non, ce que je crois, c'est qu'il faut effectivement rentrer dans une logique qui s'inscrit également dans la durée. C'est ça qui compte. Et c'est pour ça que je n'ai pas de système arrêté, mais je pense aussi que sur certains sujets, d'avoir une double consultation qui permette de vérifier, d'avoir un premier débat, mais ensuite de vérifier les modalités de la première décision, permet que ça soit prévu dès le départ, serait une bonne chose. On a le cas du Brexit aujourd'hui. Le peuple britannique s'est exprimé dont acte, voilà. Mais une fois que ça a été décidé, comment on le fait? Et on se rend bien compte que ça n'a pas été prévu dès le début. Je pense qu'un des traumatismes qui existent aussi par rapport à la politique, ça a été le référendum sur la Constitution européenne de 2005, le rejet, et ensuite le traité de Lisbonne. Je venais d'être élu, donc je fais partie de la majorité qui a voté pour. Mais il y a eu une rupture à ce moment-là par rapport au peuple qui avait dit quelque chose et on a dit le contraire. Donc, encore une fois, il faut trouver des systèmes qui permettent de dédramatiser les référendums en disant que c'est un processus de consultation qu'il faut intégrer dans nos institutions. Faisons-le sur plusieurs sujets, à intervalles réguliers. Faisons en sorte que sur des sujets très importants, on vérifie bien les choses, parce qu'il peut y avoir un moment... C'est quand on fait une navette parlementaire, c'est ça. C'est dire, quand on est dans l'émotion, effectivement, on peut légiférer très vite. Vous avez 3 enfants dans 3 coins de France qui se font défigurer par des chiens. On va faire une loi interdire les chiens en France. 95% des gens sont pour. Vous faites la navette. Ah bah attendez, c'est interdire les chiens dangereux qui n'ont pas été... etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous améliorez le processus. Les 80 km/h sur les routes, c'est un sujet là aussi qu'il faut redonner la parole aux citoyens, ou c'est l'État qui est responsable de la santé, de la sécurité et qui doit assurer sa responsabilité? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut associer les Français à cette décision. Les associer, ce n'est pas obligatoirement leur demander leur avis, mais ce n'est pas non plus leur imposer de haut en bas. Ça a été très mal vécu. Pourquoi? C'est parce qu'on montre du doigt les Français en disant ben voilà, vous roulez trop vite, hein, c'est ceux qui roulent au diesel et qui fument des clopes. Ben là, c'était pareil, c'est les Français qui roulent trop vite. Vous tuez des gens sur les routes, il faut donc passer de 90 à 80. Et le débat n'a pas eu lieu. Et le problème, c'est que vous n'avez rien changé dans le comportement, dans la manière d'exercer sa responsabilité sur les routes à partir du moment où vous êtes uniquement dans une logique de répression de haut en bas. Il faut effectivement changer également le comportement, et ça passe par des débats qui ont lieu dans la durée et où on n'est pas simplement sur des interdictions. Et quand je vois, en fait, la question, c'est de dire, les 80, il va peut-être y avoir un effet en termes de mort, mais la question, c'est quand est-ce qu'on passe à 70 ? Parce qu'on va normaliser à force les 80. Et on n'aura pas changé, de fait, le comportement de l'attention à l'autre en voiture, etc. Donc, cette vision très centralisée, très jacobine de la manière de faire fonctionner une société, moi, je suis beaucoup plus sur une optique de bas en haut et qui s'appuie sur la subsidiarité. Romain Masneau. À l'origine de la crise des Gilets jaunes, il y a le financement de la transition écologique. Comment on fait pour financer cette transition? Est-ce qu'on peut renoncer à des recettes fiscales comme la taxe carbone tout en consentant à des dépenses supplémentaires? Est-ce que c'est tenable sur le long terme?
D'une part, les Français n'ont pas été dupes. Ce n'était pas le financement de la transition écologique, c'était de ramener de l'argent dans le budget de l'État avec son déficit. Donc, d'avoir voulu dire on fait une hausse des carburants pour assurer le financement de la transition écologique, on a vu que c'était faux. C'était à peine 20% des recettes qui allaient effectivement sur la transition écologique. Et les Français ne sont pas bêtes. On a voulu effectivement... Comment on finance la transition écologique? Alors, d'abord, c'est de continuer d'avoir un système qui fonctionne à partir de notre système et qui a quand même des aspects vertueux. Et je pense aussi qu'on ne fasse pas une remise en cause brutale du nucléaire, alors que c'est une énergie qui reste intéressante et d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, mais qu'on prévoit une sortie qui soit vraiment très réaliste et pas du tout idéologique comme a pu le faire la majorité précédente. Ça veut dire aussi d'arrêter de partir dans tous les sens et sans avoir d'études d'impact réelles, et je pense notamment au développement de l'éolienne, où on a aujourd'hui 3-4 éoliennes par-ci, par-là sur nos territoires, qui viennent défigurer les paysages, qui n'amènent rien en termes de réalité énergétique. Et donc, ou alors on bâtit une vraie filière de l'éolienne, où on les produit nous-mêmes, une filière industrielle. Mais là, on est uniquement dans des opérations d'affichage de com qui coûtent cher et qui n'ont aucun impact. Donc, il faut une politique énergétique. On doit avoir un débat à ce sujet à l'Assemblée. On a des positions qui ont été affirmées, notamment au niveau des Républicains, par Julien Aubert, sur ce sujet qu'il connaît bien, qui consiste à dire, attention, on a un modèle qui fonctionne, qui a ses intérêts, qui n'est pas dépassé. Ceci dit, il va falloir aller vers une transition, faisons-la avec une forte volonté politique et arrêtons les zigzags et les effets d'aubaine qu'on peut avoir avec une fiscalité qui est changeante. On a eu le photovoltaïque, on a l'éolien, etc. Donc plus personne n'est capable de faire des calculs économiques rationnels pour s'engager sur une voie qui soit vraiment réaliste. Merci Xavier Breton, député Les Républicains. Notre invité la semaine prochaine sera le premier secrétaire du Parti communiste, Fabien Roussel. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission de Face aux chrétiens sur nos sites de Radio Notre-Dame, RCF et La Croix. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.